Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle saison de Fragile avec des invités aux destinées insulaires émouvantes et incroyables. On poursuit notre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de ces jours en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Jean-Pierre Blanc. Avec Jean-Pierre, on a parlé de son enfance, de son parcours à la tête de la Villa Noailles, de son attachement à l'île du Levant, d'identité, de naturisme, de mode, de sport, d'amour, de sensations, de Porquerolles et de Porquerolles. On a ri et on a pleuré. Et il fallait bien 2 épisodes pour tout ça. Je vous propose donc de savourer ce témoignage en 2 parties. Voici la première. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ingrid. Directeur de la Villa Noailles depuis 2003, fondateur du prestigieux Festival international de la mode et de la photographie de Hyères, créateur du festival Design Parade, autodidacte, tu as révolutionné le rapport à la jeune création et tu as fait de Hyères un haut lieu de la mode française. Passionné de sport, engagé dans la défense des droits LGBTQI, tu avances dans la vie avec un naturel et une énergie inaltérables et on sent chez toi, sans même vraiment te connaître, un alignement, une énergie et une intuition capables d'emporter l'adhésion et de révolutionner les codes. J'avais envie de t'entendre au micro de Fragile pour parler non seulement de ton parcours, mais aussi pour évoquer ton attachement pour cet endroit tout proche d'ici, ton refuge en quelque sorte, l'île du Levant, que tu as découverte en 1999 et que tu fréquentes assidûment depuis. Alors avant d'évoquer ton parcours dans la mode et à la tête de la Villa Noailles, qui fête ses 100 ans cette année, j'aimerais qu'on reparte sur les traces de ton enfance, si tu es d'accord. Tu es fils de restaurateur, tu as grandi dans le quartier des Salins, un petit hameau du littoral à Hyères. C'était comment, Jean-Pierre, de grandir dans ce quartier fin des années 60 et dans les années 70 ? Oula, ça commence fort. C'était extraordinaire, pour des tas de raisons. En fait, j'ai grandi dans une petite dépendance du hameau des Salins, qui s'appelle Saint-Nicolas, et qui est l'endroit, c'est d'ailleurs marrant, le plus à l'est de la ville d'Hyères, avant que le territoire de la ville d'Hyères ne s'arrête pour être celui de la Londe-les-Morts. Mes parents avaient un petit restaurant au bord de la route nationale 98, qui était la route des vacances, évidemment. Mm-hmm. Et on avait l'habitude de traverser les marais de Salins à pied ou à vélo pour aller justement à l'école aux Salins. Et les Salins, c'est par rapport au sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est aussi un des premiers ports qui permettait de rejoindre l'île du Levant. Ça, je ne le savais pas tout de suite. Mais je voyais les bateaux quand j'étais enfant, les bateaux de la zone militaire. J'ai des souvenirs très précis, visuels de ces bateaux dans le port Potio, puisque c'est son nom. Ça faisait déjà rêver. Il y en avait un qui s'appelait l'Ariel, je me souviens très bien, ça me faisait marrer que ce bateau s'appelle l'Ariel, et l'autre je ne me souviens plus, mais je les vois encore très bien. J'adore toujours ce port aujourd'hui. Et j'allais à l'école donc au Salins, et ma première émotion esthétique et paysagère, on pourrait dire, c'est une sortie de l'école en fin d'année, dans ce qu'on appelle au Salins le fond des pins, oui. C'est-à-dire cette beauté absolue. Oh, l'émotion. La fatigue n'est pas très bonne copine de l'émotion. Ou trop bonne copine de l'émotion. Du coup, c'est un endroit qui s'appelle le Fond des Pins et qui est un endroit où justement on est encore à la limite entre les marais salants du Conservatoire du Littoral, qui étaient encore cultivés et élevés à l'époque par la compagnie des Salins de Giraud. Et c'était notre sortie traditionnelle et c'est un endroit d'une magie
immense. C'est toujours mon parcours de footing aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Et c'est vraiment c'est ma première vision de la beauté avant Rome et avant la Grèce. C'était cet endroit et ça reste aujourd'hui pour moi un endroit important. Et il se trouve aussi, il y a beaucoup de choses du coup qui se connectent, c'est que c'est mon premier rapport à la nudité, puisqu'il y a une plage naturiste à cet endroit qui est d'une beauté inouïe et où j'ai découvert le naturisme quand j'étais jeune. Et où je vais toujours, des fois, puis le soir en sortant du boulot, piquer une tête vite fait, parce que c'est pratique et facile et tellement beau, et encore, pour l'instant, tellement protégé. Voilà, donc ça commence comme ça, ma vie, avec la générosité de mes parents dans leur restaurant. C'est ce que je voulais te demander. Quelle éducation tu as reçue et qu'est-ce que t'ont transmis tes parents que tu t'attaches peut-être aujourd'hui à cultiver dans ta vie, dans ton travail? Alors j'ai la chance et la particularité d'être moitié italien d'une certaine manière et moitié provençal. Donc j'ai eu 2 grands-mères aussi incroyables une que l'autre. Et du coup j'ai beaucoup appris de la vie avec ces 2 personnages incroyables. La cuisine en particulier. Oui. J'ai un souvenir du vendredi saint chez ma grand-mère à Soliez-Toucas où on mangeait l'aioli traditionnel. Et c'est vraiment des souvenirs inoubliables. Et puis ma grand-mère à hier, qui m'a élevé avec mes parents. Et mes parents, donc avec le restaurant, c'était la générosité parce qu'il y avait toujours des gens qui mangeaient avec nous, qui partageaient les repas, des immigrés, c'est important. Une population immigrée qui est importante à hier, en particulier liée à l'époque aux cultures maraîchères et horticoles. Et du coup, je me souviens que mes parents avaient toujours table ouverte, souvent. Il y avait des gens régulièrement, le samedi en particulier, qui venaient déjeuner avec nous. Et ça m'a beaucoup appris, évidemment, de ce rapport avec l'autre rive de la Méditerranée et de ces rigolades franco-marocaines ou franco-tunisiennes ou franco-algériennes. Parce que, évidemment, au bar, avec mon père qui était chanteur, qui jouait de la musique tout le temps, c'était facile de partager. Bien sûr. On sent, alors déjà, merci Jean-Pierre, parce qu'on sent que ça te remue beaucoup et l'émotion est vivace et je la partage avec toi. De ce que t'ont transmis tes parents, on sent cette forme de générosité, d'un certain art de vivre aussi, de l'accueil et du partage peut-être. Quelque chose. Ça m'a beaucoup servi dans mon métier après, avec le sport. On aura l'occasion d'en reparler. Mais, et puis il y avait un sens du détail aussi. C'est-à-dire que c'était un restaurant. Un restaurant, ça peut être relativement simple, sauf que quand on accueille des gens dans un restaurant, il faut leur faire bien à manger, évidemment, puis c'est l'essence même. C'est un peu comme quand on accueille des invités ou des amis à la maison, mais c'était bon et beau. Et cette beauté, dans tous les détails, les sets de table brodés, les fleurs, ça va faire rigoler tout le monde, ça. Les fleurs sur les tables qu'on allait chercher chez les producteurs locaux, la qualité des produits que mes parents servaient au restaurant. Je me souviens de sessions de tout le village qui se mettait à éplucher des artichauts pour faire des artichauts à la grecque en conserve, tout le village qui se mettait à peler les tomates pour faire les coulis pour l'hiver, pour les pizzas. Enfin, c'était la générosité et la beauté, je dirais. La générosité et la beauté. Est-ce que tu as des frères et sœurs ou J'ai pas? une sœur, qui est plus grande que moi. Ok, qui vit ailleurs qui vit à Toulon. Qui vit à Toulon, ok. Ouais. Alors, tu n'as pas grandi au contact direct de l'art ni de la mode, mais de la beauté, on le sent bien. Tu as parlé de ce choc et ce premier choc esthétique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas cette première confrontation directe à la beauté au Salin et ce que tu as décrit très bien. Tu parles également de Rome et de la Grèce. Alors, quand c'est jeune encore? Oui, c'est très jeune. Ouais, en fait, j'ai eu cette chance inouïe. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc c'était, je partais pas en vacances à l'étranger. Évidemment, je suis jamais parti en vacances avec mes parents d'ailleurs. Mais grâce à l'école de la République, au collège en 6e, je suis parti avec toutes les classes du collège en Italie, à Rome, une semaine. Alors là, c'est le choc esthétique absolu. Je voulais plus partir, je m'en souviens très bien. Je vous disais, mais c'est pas possible de quitter un endroit pareil. J'ai été très pratiquant catholique dans ma jeunesse. J'étais enfant de chœur, j'allais à la messe tous les dimanches, j'ai fait toutes mes communions et tout ça. L'évêque de Toulon disait, on en fera un curé de ce petit. Bon voilà, et du coup, je pense qu'il y a un ensemble de choses aussi liées. Tu officies ailleurs. Voilà.
Et donc c'est cette découverte de Rome et de toute la beauté de Rome. Et puis l'année d'après, 3 semaines en Grèce. Alors là, je voulais absolument aller y habiter. J'ai passé des années à compulser tous les livres, à connaître l'histoire de la Grèce par cœur, à ne rêver que d'un truc, c'était d'y retourner. J'y suis retourné beaucoup plus tard, et en Grèce et à Rome. Mais ça, c'est sûr que indéniablement, mon œil est resté à jamais rempli de cette beauté, de ces beautés. Et aussi, alors je l'ai moins senti en Italie, mais de ce partage en Grèce, je me souviens, on était logés dans une famille à Mykonos, où c'est une famille sûrement très pauvre, c'était pas du tout évidemment le Mykonos d'aujourd'hui, c'était les années 70, ouais, 72 peut-être 13, et on était logés dans une famille qui, pour gagner de l'argent, je pense, nous laissait sa maison et dormait à 5 dans une pièce. Je revois encore la dame, et peu importe l'heure à laquelle on rentrait dormir dans cette maison, c'était la maison où moi j'habitais, on était répartis dans plusieurs maisons, et la dame nous faisait des beignets au miel ou des gâteaux au miel, des spécialités locales, et c'était tellement beau de voir ces gens comme ça, tout partager. Alors qu'ils n'avaient pas grand-chose. Alors qu'ils n'avaient rien. Bon, c'est souvent ceux qui ont le moins qui partagent. On connaît bien la chanson. Et voilà, et ça reste des souvenirs inoubliables. Et ça m'a beaucoup nourri dans cette période de construction de l'adolescence qui n'était pas hyper facile pour moi. On sent quand même, parce que t'es petit, hein, quand tu dis en 6e, c'est des voyages scolaires jeunes, quoi. T'as 11, 13 ans dans ces eaux-là. Il y a une sensibilité quand même, une émotion. Enfin, j'imagine que tous tes camarades n'étaient pas aussi émus que toi. Une sensibilité sûrement, je sais pas d'où ça vient. Ouais. Oui, après la sensibilité, vu le début de mon interview, j'aurais beaucoup de mal à dire le contraire. Mais en même temps, il faut apprendre à la canaliser, cette sensibilité, à la gérer. Et à comprendre que c'est quelque chose de très positif. Mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure, dans l'adolescence c'était compliqué parce qu'on me disait tout le temps que j'étais une fille. Mais pourquoi, je sais, sûrement, moi je n'ai pas de réponse du tout. Mais quand tu as 10 ans ou 11 ans et qu'on te demande en permanence si tu es une fille ou un garçon, que toi tu réponds que tu es un garçon parce que tu te sens un garçon, et puis bien que sûr. C'est comme ça écrit sur ton état civil. Mais je pense qu'il y a à voir justement avec cette sensibilité qui était peut-être trop grande, ou enfin je sais pas si on peut dire que c'est trop grand, mais en tous les cas qui débordait, ouais. peut-être, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais j'ai rarement abordé ces sujets comme ça, mais non mais pas du tout, non, au contraire c'est très bien, j'adore. Mais je pense que ça devait faire se questionner les gens, comme les gens se questionnent toujours sur la différence. Et même si je pense pas avoir été un adolescent ou un enfant différent, je pense qu'il y avait quelque chose qui comme ça, débordait un petit peu. Oui, et puis des caractéristiques, la sensibilité. Ouais, alors maintenant, ça change. La vie pas très simple. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dû lutter contre ça. Et c'est pour ça que c'est le sport qui m'a sauvé. Okay. Le sport de compétition. T'as fait quel sport à haut niveau? J'en ai fait plein. T'en as fait plein. J'ai été champion du Var de 100 mètres d'athlétisme à l'école, au collège. Ouais. Après, j'ai fait de la natation. C'était ce que mes parents voulaient que je fasse. Et puis, un jour, j'ai un pote, Jean-Michel, qui m'a dit, moi, je vais jouer au volley. Il mesurait presque 2 mètres. Moi, j'étais beaucoup plus petit. Jouer au volley, viens, ça pourrait te plaire. On va monter une équipe, je sais pas quoi. Et là, j'arrive, je te raconte ça, c'est quand même... je suis détendu avec l'histoire, enfin j'espère que je vais le rester. J'arrive au premier entraînement et la dame, me dit « Hey, Blanc, va t'entraîner avec les filles, toi !» Et franchement, d'une certaine manière, c'était horrible, c'était totalement incompréhensible, on ne pouvait pas raconter ça à personne, parce que personne n'aurait compris, mais ça m'a énormément aidé d'une certaine manière. Tu l'as fait ou pas ? Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. 10 ans et que c'était l'autorité, que voilà. Et mais je sais qu'en tous les cas, ça a été une longue période pour remettre tout ça à sa place. Et du coup, le sport de compétition a gommé l'idée que je pouvais être une fille. C'est tellement con. Hein. Oui, le côté sportif. Et du coup, comme j'étais hyper bon, que j'ai failli aller en équipe de France, que j'étais en l'équipe Côte d'Azur, et j'ai adoré. Et on a une bande de potes qui pourrait toujours exister quasiment aujourd'hui, des gens avec qui je pratiquais ce sport. Je voulais en faire mon métier. Oui.
Je voulais être professionnel. Bon, c'était pas comme le volleyball aujourd'hui. J'ai été pris en sport-études à Cannes. C'était le tout début du sport-études de Cannes, avec l'AS Cannes qui était un peu le phare sportif pour le volley dans la région. Et mes parents n'ont pas voulu. Et du coup, ma vie a changé à ce moment-là. Et du coup, j'ai dû faire avec ce refus de mes parents pour être professionnel de volleyball. Et voilà, et j'ai fait autre chose. Est-ce que tu as fait des études alors après, le problème, c'est que je sais pas pourquoi, est-ce que parce que je me concentrais vraiment pour me sauver de ma vie personnelle, que ça m'a perturbé dans mes études, mais je détestais l'école. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce qu'on me demandait souvent si j'étais une fille à l'école aussi, sans faire de psychologie à 2 balles, mais peut-être que j'avais une espèce d'appréhension et de... C'était un endroit où tu n'étais pas bien. Ouais. Ouais. Et du coup, ça devait se sentir. Et je l'avais toujours... Enfin, j'ai eu des professeurs exceptionnels que je vois toujours aujourd'hui. Je pense à mes professeurs d'anglais, d'histoire géo au collège, par exemple. Mais j'ai eu des rapports exécrables avec d'autres qui devaient profiter de cette situation. Je me souviens d'une prof de français qui m'avait humilié en cours au lycée, en première, en me disant que j'étais nul, que ma rédaction était nulle, tout ça. Bon, du coup, j'ai eu longtemps un problème avec la rédaction. Parce que j'ai toujours du mal à écrire aujourd'hui. Bref, mais donc j'ai eu un rapport à la scolarité et à la discipline qui n'était pas terrible. Mais le sport me cadrait d'un autre côté. Ouais, je vois Mes bien. parents étaient assez contents de ça, d'ailleurs. Sans forcément t'encourager, j'entends. Parce que quand t'as Ah voulu faire du sport... Mes parents, ils étaient adorables. Mais ils m'encourageaient pas du tout. Leur boulot les prenait quasiment 24 heures sur 24. Donc ni dans les études, ni dans le sport, tu traçais ta route. Mais même après le festival, ça a toujours été comme ça. Ils m'ont toujours dit « Ah, c'est super, vas-y, fais-le ». Mais ils sont jamais venus quasiment. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est bon. Je me suis construit avec et c'était pas la chose la plus compliquée. Du coup, j'ai pas fait d'études pour répondre à ta question. J'ai raté mon bac 3 fois. Alors que je pensais l'avoir réussi à chaque fois. Je me souviens le bac de philo, j'étais tellement fier de ce que j'avais écrit. Je pourrais presque retrouver le sujet. La guerre, en tous les cas, c'était un sujet lié à la guerre. J'avais fait genre 10 pages, j'ai eu 0. Comment c'est possible? Je me dis, comment on peut mettre 0 à un gamin qui fait 10 pages? Déjà, bon bref, ça m'a pas aidé à continuer à faire des études. Bref, j'ai passé le bac 3 fois, 2 fois au lycée public et 1 fois au lycée privé. J'ai raté à chaque fois. Mes parents voulaient pas me laisser sur ces échecs, donc ils m'ont payé un BTS à Toulon, dans une école privée de commerce international. Et en fait, c'est là qu'un peu tout a commencé, parce que j'ai fait un projet de fin d'études qui avait pour mission de rapprocher les jeunes créateurs de mode et les professionnels. Et c'est ce qui a donné naissance au festival qui existe 40 ans toujours après. Et c'est là que j'ai rencontré la maman de mes enfants, grâce à ce festival. Et voilà, c'était le début d'une autre vie, on pourrait dire une vie d'adulte, puisque quasiment en même temps... Pour les auditeurs, tu as 21 ans quand tu lances en 86 le Salon européen des jeunes stylistes, ça s'appelait comme ça. Et l'envie naît de ce projet que tu as à proposer dans le cadre de ton BTS. Alors, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. En fait, c'est un ensemble de choses. D'abord, il y a eu à Hyères pendant 20 ans un festival exceptionnel de cinéma, de underground, qui s'appelait le Festival du Jeune Cinéma, de 1963 à 1983. Ouais. Et puis en 1983, il y a des élections municipales et la municipalité qui arrive au pouvoir décide de mettre fin à ce festival. Moi, j'ai 18 ans à ce moment-là à peu près et je trouve ça hyper injuste. Et j'ai l'impression que le monde s'écroule avec ce festival qui s'arrête, même si je le connais pas, mais j'avais grandi avec et je voyais la ville se transformer. Je sais pas, il y avait des sensations aussi comme ça. Et avec un groupe de jeunes, la municipalité décide de créer une commission extra-municipale des jeunes. Et nous, on se dit, ah ouais, vous voulez faire ça, bah vous allez voir. Nous, on va venir vous animer votre commission extra-municipale des jeunes. Et moi, je propose de créer la commission extra-municipale des jeunes mode. Ouais. On avait une autre bande dessinée, une autre évidemment musique. Moi, je m'occupe de la mode et on fait 2 défilés avec les commerçants de la ville, 1984 et 1985 ou 1983-1984, je me souviens plus très bien, 84 et 85. Et on intègre dans ces défilés qui ont un succès public incroyable, localement évidemment, mais c'était une bonne énergie. Ouais. Je m'en souviens encore de cette énergie. Et du coup, c'est là que naît l'idée d'un possible concours qui prendrait un peu la relève de ce qui existait pour le cinéma. On est en 1984,
84-85, Jack Lang est ministre de la Culture. La mode en France est très à la mode. Il y a cette nouvelle génération des créateurs, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, Claude Montana, Thierry Mugler. Et moi, je suis en province, avec ma sensibilité exacerbée dont on parlait tout à l'heure. Et je sais pas, je me retrouve dans ces moments, et ça me fait rêver au travers des magazines, parce que j'y connais rien du tout. Et du coup, dans cette commission extra-municipale des jeunes pour la mode, je me souviens de l'endroit où on a écrit la lettre, c'était au Parc Hôtel, dans la salle du foyer. On envoie des lettres à toutes les grandes maisons de France de couture pour dire, ben voilà, on est une bande de jeunes, on aimerait créer un festival d'aide aux jeunes créateurs, est-ce que vous accepteriez de nous soutenir ? Audacieux. Dingue, complètement dingue. Bon, il y a une maison qui répond, mais il n'y a pas de hasard dans mon aventure. C'est Didier Grumbach, le président de Thierry Mugler, qui deviendra ensuite notre président de la Villa de Noailles et du festival, qui nous répond très poliment, j'ai encore la lettre, je crois, dans les archives, sur ce merveilleux papier bleu Mugler avec les lettres, la signature Thierry Mugler oui, je vois bien, en fine, doré, ouais. En argenté, pardon. Bon, bref, et on lance le premier festival. Et là, c'est dans l'ancienne église anglicane, la St. Paul Church des Anglais hiérois. Et là, il y a une dame qui vient au festival. Bon, il y a déjà un jury assez étonnant pour cette première édition. Et il y a une dame qui s'appelle Françoise Chassagnac qui me dit « J'adore ce que tu fais, je vais t'aider. Wow. » Et moi, je la connaissais pas du tout, elle ne me connaissait pas du tout, mais elle m'a vraiment aidé. Et la deuxième année, on était déjà dans une autre planète parce que elle a fait venir le studio de création des Galeries Lafayette, qui était présidé à l'époque par une dame formidable qui était Marie-Paul Gillis. Et Marie-Paul Gillis a emmené dans ses bagages un des créateurs qui était les plus en vue en 1987 dans le monde de la mode, qui est toujours en vie, qui vit pas très loin d'ici, Jean-Rémy Domas. Et Jean-Rémy Domas est venu défiler à hier pour la 2e édition du Salon des jeunes stylistes. Et ça, c'était la rampe de lancement. Et ça s'est jamais arrêté. Oui, parce qu'après, il y a des jalons encore plus puissants, oui, je crois. Ouais. Et cette aventure est dingue. Je pourrais en parler pendant des heures dans les moindres détails. Mais bon, évidemment, tout ça a changé ma vie. Parce que tu dis la mode, tu découvres par les magazines. Ouais. Alors après, je veux pas faire mon Jean-Paul Gaultier, mais quand j'étais tout petit, ça peut aller avec des choses dont on a parlé tout à l'heure, j'adorais, alors là ça va faire plaisir aux homophobes de service, j'adorais habiller des poupées. Je jouais à la poupée. Le cliché du PD de base. Tu nous livres un cliché là. Et ma grand-mère était absolument dingue du fait que je puisse jouer à la poupée comme ça. Dingue, dans quel sens ? Elle adorait ça. Et ma mère détestait. Et du coup, j'avais plus le droit de jouer à la poupée. Et ça a été totalement interdit et banni. J'ai accepté le truc sans grand problème, apparent en tous les cas. Parce que je sais pas objectivement, quand je me questionne, il y a des choses sur lesquelles on peut jamais répondre, mais je sais pas pourquoi cette passion de la mode. Après, ma mère était une dame très élégante aussi, mes grands-mères aussi. Donc, ma marraine, qui avait une boîte de nuit mythique à la Lande des Morts, la Hutte aussi. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de beauté comme ça. Il y a ce goût. Après, j'ai pas repris quand j'étais adulte. Enfin, aujourd'hui, je me sentirais pas du tout créateur. Je ne me suis jamais senti l'âme d'un artiste. Dans le métier que je fais, je me suis souvent posé la question, est-ce que tu fais ça parce que tu es un artiste raté ou est-ce que c'est ton plaisir ? Et en fait, je sais maintenant, avec le temps, que c'est le plaisir du partage, de la découverte, de l'aide. L'aide apportée aux artistes et au public. Et du coup, c'était juste cette petite anecdote que je voulais livrer parce qu'elle est là. Et je pense qu'il y a une combinaison de quelque chose de très jeune que je n'explique pas. Et puis, les magazines. Ça, je sais. Il y a un magazine clé. Il y en a plusieurs. Il y a le premier magazine de Babette Jean, lancé dans les années 80, mythique, qui est toujours mythique aujourd'hui, qui n'existe plus mais qui est resté mythique. Et puis, il y a City, magazine qui vient d'être lancé. C'est marrant parce que Bernard Pess était un des photographes mythiques de City. Et moi, je dévorais... Lancé par sa compagne, en fait. Ah, ça, je savais pas. Créé par sa compagne, Jacqueline Guiramont. Ouais, ça, c'est la belle histoire. Et moi, je dévorais City et je voyageais grâce à City. Et voilà, et j'ai tout découvert avec ce magazine. City. Et c'est pour ça que j'ai fait le festival d'hier. Et puis ça m'a toujours passionné. Et aujourd'hui, quand je dis que je suis passionné de mode et que je dis pourquoi j'aime la mode,
personne ne comprend. C'est-à-dire que moi, un défilé de mode de 15 minutes, il me procure presque autant de plaisir quand il est bien fait et bon qu'un spectacle de danse de Pina Bausch. Et je n'ai aucune difficulté à le dire. Parce qu'il y a une sensibilité chez les créateurs de mode qui est immense. Je veux dire, on n'est pas Raph Simons, John Galliano, Julien Docena, Anthony Vaccarello, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa par hasard. Ces gens ont une culture et une sensibilité à fleur de peau. C'est peut-être là-dessus qu'on se retrouve aussi. Et moi, je les adore et je trouve qu'ils nous font voyager et vivre des moments hors du temps. Et c'est ça ma passion de la mode et c'est ça qui m'a conduit à tenir 40 ans. Parce que moi, quand je regarde 40 ans en arrière, je me dis, mais comment j'ai pu faire ce truc-là pendant 40 ans sans que ça ne me fatigue et sans que ça me saoule au bout d'un moment. Quand j'arrive le matin à la villa et que je sais que je vais voir des artistes, c'est comme si j'allais, je sais pas, au bout du monde. Ça me transporte toujours. Quand il y a des problèmes, le fait de voir des artistes, de travailler avec eux, tout s'oublie. Toujours aujourd'hui. Vous voyez, juste avant qu'on discute, il y a des artistes qui sont en résidence. Là, on a eu une discussion dans la cafétéria où il me disait que tout allait bien pour eux. Il prépare une exposition du festival du mois d'octobre. Et moi, ça fait ma journée. Ça fait ta journée. Ouais. Mais je crois que je l'ai lu dans un interview où tu dis qu'en fait, tu n'as même pas la sensation de travailler. Si travailler, c'est ressentir quelques contraintes, voilà. J'ai jamais eu l'impression de travailler, c'est vrai. Parmi les jalons forts, est-ce que tu pourrais, alors en quelques dates que j'ai essayé de glaner, 89, John Galliano, 92, un jury exceptionnel, je crois. Est-ce que tu pourrais peut-être dresser en quelques lignes, sans rentrer forcément dans le détail, mais vraiment, qu'est-ce qui a propulsé ce festival au rang auquel il se trouve aujourd'hui ? Bon, alors, je pense objectivement, même si c'est toujours très difficile de parler de son travail, c'est qu'on a fait des choix artistiques avec l'équipe, ou que j'ai fait des choix artistiques, partagés avec mon équipe, qui ont porté le festival depuis le début. C'est-à-dire qu'on a toujours été, malgré tout, contre vents et marées, maintenu notre direction artistique, et que l'exigence des sélections, l'intransigeance de l'internationalisation du festival, alors qu'on nous demandait de défendre que les créateurs français, parce qu'on était en France par exemple, je pense que ça a beaucoup apporté. Et puis ce qui a beaucoup plu aussi, c'est que le festival de mode se passe en province, alors qu'habituellement tout se fait dans des capitales. Et du coup, les gens disaient qu'en venant ailleurs, ils oubliaient leur agenda et leur calendrier parisien très contraint, et toutes les rencontres étaient possibles. Je pourrais en égrener quelques-unes comme ça, mais pour répondre à ta question précisément, 1989, c'est un prix exceptionnel à un créateur qui s'appelle Samy Tilouche, qui venait de Belgique et qui a été une des premières secousse du festival, c'est-à-dire que tout le monde est rentré à Paris en disant waouh, on a découvert un créateur hier dingue. Ouais. Là, ils ont commencé à se dire il se passe quelque chose. Il y a eu un grand papier dans Libération, je me souviens, écrit par Stéphane Harnier. 91, pardon. C'est John Galliano. Ouais. Là, je ne sais pas par quel miracle John Galliano vient défiler hier à l'Espace 3000. Avec des mannequins locaux. Bon, évidemment, c'est pas le John Galliano d'aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces gens, ils ont joué le jeu, je sais pas pourquoi, et le défilé de John Galliano, c'est une beauté absolue. Et alors là, tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Et 92, alors là, c'est le déluge de stars, et je sais pas pourquoi. Martin Margiela, qui a jamais accepté de faire quoi que ce soit comme jury, de se laisser photographier. Il s'est laissé photographier tout le week-end à Porquerolles. Donc Martin Margiela, Helmut Lang, Martine Sidbon, Jean Colonna, Jean Twitou. C'est un peu la quintessence de la nouvelle génération des créateurs en France et dans le monde. Il n'y a pas mieux, grosso modo. Et ils sont tous dans le jury du festival d'hier. Incroyable. Ils passent un week-end de rêve. On a des photos dingues. Et ben là, c'est la rampe de lancement absolue. Hein. Puis l'année d'après, 1993, deux jeunes garçons hollandais, Ralph
Horsting et Victor Rolf gagnent le festival d'hier, ils raflent plusieurs prix, ils deviennent des stars en quelques années, ils signent un contrat avec L'Oréal pour leur premier parfum qui est Flower Bomb et qui fait une bombe dans le domaine des parfums. Et, ça conforte évidemment l'aura du festival d'hier. Après, c'est toujours difficile à dire, pour ne jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Alors après, il y a 1999, Jean-Paul Gaultier, 2002, enfin il y a 95, Karl Lagerfeld qui vient faire des photos à la Villa. Ça change ma vie une deuxième fois. Puis on restera proche avec Karl jusqu'à son décès. Il revient comme président du jury en 2002. Après, il y a Azzedine Alaya qui accepte d'être président du jury de la 20e édition du festival, alors qu'il ne fait jamais ce genre de choses. Et puis après, il y a le feu d'artifice des 30 ans où Chanel est invité d'honneur de la 30e édition du festival d'hier, avec des jurys tous plus extraordinaires les uns que les autres. Je ne sais pas le nombre d'invités qui sont là, mais bon, ça nous projette sur la planète mondiale de la mode. Et voilà, et c'est comme un rêve éveillé pour le petit garçon que je suis quelque part encore aujourd'hui, de vivre ça comme ça et d'y prendre toujours autant de plaisir et de continuer à faire comme si tout ça n'existait pas, d'une certaine manière, parce que bon, c'est la vie aussi, et que il faut savoir toujours où on est. Je travaille pas à Paris, je travaille pas dans des maisons de luxe, je travaille pour un centre d'art en province où on défend des jeunes artistes, et ça, je peux te dire que ça recadre bien les choses et que c'est important. On sent vraiment que voilà, il y a eu un effet d'entraînement et une conjonction d'éléments qui vont à la fois des choix artistiques que toi et ton équipe avez pu faire, et puis ensuite des personnes qui s'y intéressent et qui amènent cette effervescence incroyable. Ouais, il y a toujours des bonnes étoiles, même nos présidents Didier Grumbach et notre présidente aujourd'hui Pascale Mussard. Je vais te livrer juste une anecdote comme ça. Vas-y. Pour illustrer ce propos. Parce que ma vie, ça a été souvent des choses comme ça, et ça continue un peu encore aujourd'hui. À un moment donné, il faut qu'on crée une association des amis de la Villa de Noailles. Et donc, on choisit 2 personnalités françaises qui nous paraissent être en bonne adéquation avec l'esprit. Pascal Mussard et Mathilde Favier. Et on se rend compte, quand on dépose les statuts à la préfecture, qu'une est née le même jour que Marie-Laure de Noailles et que l'autre est née le même jour que Charles de Noailles. Et voilà, moi je crois pas forcément à des choses qui viendraient d'ailleurs, mais quand même ça fait se poser des questions. Et voilà, ça a été souvent comme ça dans ma vie, des rencontres formidables qui m'ont fait avancer, qui m'ont permis de faire des choses libres. Et Marie-Laure de Noailles, elle dit dans une de ses interviews, le mérite, la grâce et la liberté. Et en tous les cas, la grâce et la liberté, je les prends. Et tu les cultives. Et j'aime bien ça. Et c'est important d'être libre dans ce pays qu'est la France, et de continuer à l'être à tout point de vue. Et c'est sûr que ça a guidé ma vie, mais que les politiques aussi m'ont offert cette liberté. Et que ça, je sais que c'est une chance d'avoir eu la confiance des politiques localement et nationalement, et que c'est aussi grâce à ça, parce qu'il y a un soutien public financier fort depuis le début, et que sans ça, ça ne se serait pas fait, et que j'étais très fier de faire ça pour ma ville, dans la ville dans laquelle je suis né, même si aujourd'hui je partage ma vie un peu entre Hyères et Toulon, mais j'ai tout créé à Hyères et pour Hyères, et évidemment, c'était un peu aussi une revanche sur ma vie, et pour montrer à mes parents que bon, même si j'avais raté 3 fois le bac et que j'avais raté mon BTS, j'étais quand même capable de vivre ma vie et d'être heureux et de travailler. Voilà. Donc je pense qu'ils doivent être quelque part contents, même s'ils ne me l'ont jamais véritablement, objectivement dit. Voilà. Voilà, il y a des familles où ouais. Voilà. C'est comme ça. Tout ne se partage pas verbalement. Donc avec ce festival, on l'a dit, tu as participé à faire émerger des grands noms de la mode reconnus aujourd'hui dans le monde. Alors Victor Rolf, je vais en citer que quelques-uns, Felipe Oliveira Batista, Anthony Vaccarello, ou encore le duo Rochini Botter et Lizzie Herbourg, qui siège aujourd'hui chez Nina Ricci. Il y a chez toi une vraie volonté intacte de faire émerger des talents. Tu te qualifies de passeur, de médiateur.
En quoi c'est important pour toi ? Alors peut-être qu'il y a quelque chose de ton parcours de vie aussi, peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage. Et qu'est-ce qui guide tes choix, tes intuitions dans tes découvertes artistiques ? Le point de départ, c'est quelque chose qui est en lien avec le partage et la générosité. Dans la mode, quand j'ai commencé, j'avais la sensation, je ne peux pas l'affirmer totalement, que si tu n'étais pas la fille de, le fils de, la cousine de, la filleule de, la meilleure amie de, tu pouvais arriver à rien. Mmh. Et donc, le socle du concours qu'on a lancé pour la jeune création de mode au départ, c'était de dire donner la chance à tous les talents. Mmh. Universellement. Et ça, j'y crois toujours. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est adossé, reposé pour créer tous les autres festivals. Et donc, cette passion est venue de là. Donner la meilleure chance possible à des jeunes qui ont fait des études, qui ont du talent, pour faire un début de carrière professionnelle dans des métiers artistiques où c'est toujours très compliqué. Même si on est dans un pays formidable avec des soutiens financiers importants, mais des fois, les soutiens financiers ne font pas tout. Il y a évidemment l'accompagnement humain, les discussions, les engagements sur des choix de direction artistique qui font la différence. Et c'est ça qui me plaît. Mmh. Et le fait que ça ait marché pour des jeunes qui ont commencé avec les différents festivals ailleurs, parce que là, tu citais des gens qui avaient réussi dans la mode, mais il y en a aussi dans le design et dans l'architecture d'intérieur ou dans la photographie. Eh bien, ça a conforté l'idée, 40 ans après, que c'était le bon choix. Mmh. C'est-à-dire que notre travail, on aurait pu faire autre chose, et d'autres font très bien autre chose. Notre travail, c'était d'être le repère, le lieu où l'aide à la jeune création, au-delà de l'argent, était très fort et très important. Et moi, je me suis toujours dit que le jour où on ne recevrait plus de dossiers de jeunes qui seraient tentés de faire notre aventure, ça voudrait dire que notre proposition ne serait plus juste, qu'elle ne correspondait plus aux attentes. Et quand on voit les centaines de dossiers que l'on continue à recevoir 40 ans après, ça montre que même si le manque était réel il y a 40 ans, eh bien malheureusement, d'une certaine manière, le manque est toujours là aujourd'hui. Et donc on comble d'une certaine manière ce manque. Et voilà, donc ça c'est ce qui a fait le socle de tout le travail que l'on a fait ici. C'est autour de la défense de la jeunesse et de la jeune création que l'on a construit cette aventure hiéroise. Mmh. Et puis après, les choix artistiques, comme je suis autodidacte, je me souviens au début, quand j'ai commencé, les filles très peu sympathiques du ministère de la Culture, elles disaient oui, ouais, Blanc, bon, ça va, il n'a pas fait d'études, mais il a du pif. Bon, c'était évidemment particulièrement sympathique, mais je pense que j'ai effectivement... Tu fonctionnes à l'émotion ou pas ? Alors, oui, j'ai un peu mal. Je crois que dans un discours mythique d'André Malraux, il défendait l'idée que la culture, c'était l'émotion. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'œuvre d'art qui procure de l'émotion. Toutes les œuvres d'art. Alors, je conçois tout à fait qu'il n'y a pas que ça, mais effectivement, c'est une de mes manières de fonctionner. Et je ne crois pas avoir de règles. En tous les cas, j'aime bien m'affranchir des règles et j'aime bien ne pas faire comme les autres. C'est-à-dire que si c'est pour faire un énième centre d'art qui va défendre l'art contemporain, la photographie, et rentrer dans des cases avec des galeristes qui vont, après le centre d'art, bien vendre les œuvres, et que ça va faire un parcours, j'ai fait tout sauf ça. Et je le revendique. Je pense que la défense des jeunes artistes, c'est pas compatible avec les cases. Avec toi on te met là, toi on te met là et toi on te met là. Et puis je crois que avant le ministère de la Culture, tous les arts, et Charles et Marie-Laure de Noailles l'ont très bien montré dans leur mécénat ici, tout le monde était aussi important un que l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre Christian Dior, Gabriel Chanel, Jean-Michel Franck et Francis Poulenc, le créateur de mode, le musicien, le mec du cinéma, il avait les mêmes soutiens et les mêmes encouragements. Aujourd'hui, tout ça, c'est un peu régulé. Et moi, j'ai choisi aussi des secteurs qui étaient peut-être moins soutenus que d'autres,
par la puissance publique, et c'est ça qui a guidé mes choix. Et quand on a commencé la mode en 1986, tout le monde rigolait. Parce qu'on ne voyait pas comment on pouvait faire de la mode en province. Le design, ça intéressait très peu de villes en France. L'architecture d'intérieur, c'était une blague, parce que ça parlait de décoration. Bon, et puis nous, on s'est aussi basé sur l'histoire de ce bâtiment dans lequel le Centre d'Art est installé. Il y a eu cette filiation avec l'histoire de Charles et Marie-Laure de Noailles. Et donc voilà, c'est, je crois, comme ça qu'on a fait les choses. Mmh. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi d'affirmer tes choix, ou est-ce que tu t'es heurté au cours de ton parcours à des codes, des personnes du milieu qui se sont montrées critiques ? Maintenant, je peux le dire parce que je vais pas tarder à quitter ce métier. Au plus il me critiquait, au plus ça me motivait. Donc, s'il l'avait su, il l'aurait peut-être pas fait. Mais après, c'est pas ce que je retiendrai des 40 ans qui viennent de passer. C'était difficile au début. Ouais. Il y a d'autres difficultés aujourd'hui. Quand j'ai pris la parole sur les questions LGBT, homosexuelles, parce que la vie a fait que je suis marié avec un garçon aujourd'hui, que j'ai rencontré sur l'île du Levant il y a une vingtaine d'années, et que du coup j'ai pensé qu'il était judicieux, quand on a fait... quand ce choix de vie est arrivé, de prendre la parole sur le sujet. Je l'ai peut-être pas fait de la meilleure manière qui soit, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai été un peu repris de volée sur ce sujet-là. Mais je continuerai à le faire, peut-être pas dans le même cadre, parce que je pense qu'il est important de dire aux jeunes aujourd'hui qu'être homosexuel dans un pays comme la France est toujours compliqué, et qu'il y a des gens qui l'ont vécu, en province en particulier, et qui sont là pour écouter et aider. Et ça, j'ai toujours tenu à avoir micro et parole ouverte pour ces jeunes-là qui des fois se font mettre dehors par leurs parents de manière brutale. Et voilà. Donc ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait, je le regrette pas, et je continuerai à le faire différemment. J'ai pas trouvé la nouvelle bonne formule, mais je la trouverai. Moi, tu as répondu à ma question, parce qu'en fait, la question suivante, c'était parler de ton engagement pour revendiquer une certaine liberté, le droit de choisir sa vie, de choisir sa sexualité. Je te demandais d'où venait cet engagement. J'ai quand même eu des éléments de réponse par tes premières réponses à mes questions. Et je te posais la question de savoir si le milieu de la mode était un secteur privilégié pour exprimer cette forme de liberté. Donc là, j'entends en creux que pas forcément. C'était assez paradoxal, figure-toi. Alors, je pensais pas au domaine de la mode tout à l'heure, c'était plus dans le domaine politique que c'était rude. Ouais. Mais dans le domaine de la mode, oui, il y a eu des critiques assez vertes. C'est vrai. Ouais, en disant il y a trop de ci ou il y a trop de ça. J'étais un peu blessé, parce que je ne l'attendais pas forcément à cet endroit-là. Alors après, de toute façon, j'avais envie de le faire. Je trouvais à l'époque important de le faire, et je trouve toujours important aujourd'hui de le faire, et peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas, et que ça plaise pas aux gens de la mode ou à d'autres, c'est pareil, c'est la vie. On peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une liberté des choix sexuels entre autres, et des choix de vie tout court. Le nier, c'est refuser la vie et refuser la société du 21e siècle. Et ça nous jouera sûrement des tours à force de le refuser. Mais je pense qu'on va pas vers... je suis pas très optimiste par rapport à ces sujets. C'est vrai ? Non. Même les jeunes générations. Ah bah les jeunes générations, oui, mais je pense qu'elles vont devoir se battre encore beaucoup pour cette liberté, justement. Parce que quand les libertés s'expriment, ça fait peur à ceux qui ne partagent pas ces libertés. Et leur réponse, c'est souvent la violence. On le voit très bien partout, hein. Et il y a beaucoup de violence dans ces secteurs-là depuis quelques années. Et je pense que le fait d'avancer beaucoup plus librement et d'avancer beaucoup plus ouvertement, ça fait peur à des gens. Et comme ils sont démunis face aux réponses, ils tabassent à tout point de vue. Ils frappent, mais ils frappent avec des mots aussi, et ils frappent politiquement. Et donc je pense que ça sera un véritable combat à venir. C'est pas gagné. Il faut pas qu'on s'endorme sur le sujet. Voilà. Un peu comme les droits des femmes. Oui, tout à fait. Ouais. Dans un interview, tu disais « Je suis autodidacte. L'enfant de la rue que je suis est évidemment touché et surpris de ce parcours. Je n'étais pas fait pour ça et je n'ai jamais cherché à faire carrière. Ce côté un peu star system, show-off, c'est pas vraiment moi. » Alors, dans quoi est-ce que tu te retrouves dans le milieu de la mode ? Qu'est-ce qui t'attire et te fait vibrer dans ce milieu ? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses, des codes, des attitudes qui t'agacent parfois ? J'ai la chance et le privilège de travailler dans plusieurs secteurs des arts. Et celui de la mode est un de ceux que je préfère, par sa fidélité, par sa finesse,
par ses engagements souvent. On ne retrouve pas autant d'engagements dans d'autres secteurs, où c'est des engagements qui sont plutôt pour le secteur et pas pour les autres. La mode a cette générosité. Le dîner de la mode du SIDAction qui vient de se terminer la semaine dernière a rapporté, je regardais, 1 million d'euros quasiment pour la recherche pour la lutte contre le sida. Alors, sur le sujet, on a été tout le temps quasiment les premiers. Mais le star system, c'est en général donc quand j'en parlais, en fait, je pense que si je vivais à Paris, ce serait sûrement différent. Parce que t'es absorbé et avalé à un moment donné par un système dont il est assez difficile de s'extraire. Je déteste les dîners en ville, ce qu'on appelle les dîners en ville. Quand tu veux faire des partenariats ou quand tu veux avancer dans la vie, si tu fais des dîners en ville, ça va plus vite. Parce que un tel va parler de toi ou machine va parler de toi et ça va te faire avancer. Et moi, je déteste ça. Je n'y arrive pas. Je suis pas à l'aise. J'ai longtemps eu des lumbagos terribles au moment des vernissages. J'étais plus fatigué par l'idée qu'il fallait que je prenne la parole devant 1000 personnes que par tout le travail que j'avais fourni pour faire le festival ou l'exposition. Donc c'est pas, je suis pas fait pour ça. Et même si j'ai beaucoup progressé, mais j'aime bien la simplicité, je crois. Enfin, j'espère être totalement sincère en disant ça. Mais ça vient de mon éducation aussi. Moi, je viens de rien. Ou de pas grand-chose, en termes d'argent, en tous les cas. Et du coup... Tu perds pas de vue d'où tu viens. Ouais, j'espère ne pas l'avoir perdu de vue, mais j'ai presque 60 ans. Je pense que si je l'avais perdu de vue, ça se saurait un petit peu. En tous les cas, je sais à quoi j'aspire. Je sais que j'ai envie d'arrêter de travailler dans quelques années et de passer à ma retraite avec mon mari sur l'île du Levant. Voilà. Bon, on y viendra. La joie, l'enthousiasme, le partage, l'envie semble vraiment être ton carburant. Comment ça se cultive tout ça ? Alors là, mais c'est difficile de parler de soi. Moi, j'ai l'impression, quand je me pose 2-3 questions, que le sport et les copains que je me suis fait, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, ça y fait. Puis je sais pas, la sensibilité aussi, c'est-à-dire que quand en regardant une cigale ou le pin parasol planté par Charles de Noailles ici depuis 100 ans, ou les fleurs au printemps et les fleurs sauvages vous éblouissent de beauté, vous mettent de bonne humeur, et je sais pas, moi je suis assez bon public à tout point de vue dans les règles de la vie. Si j'ai la chance d'avoir le temps et l'énergie d'aller courir le dimanche matin sur la plage, ça me fait au moins 15 jours. Donc je crois que c'est un peu ça, mon énergie. Ça vient du sport, ça vient de mon éducation, ça vient du plaisir que j'ai à vivre. Je sais pas, je suis un peu fou dans ma tête, je pense. C'est-à-dire que je serais capable de m'engager sur des sujets que personne ne comprendrait. Je vais t'en donner. Hein. Oui. C'est ton idée de contemplation qui me fait penser à ça. Quand je conduis... et que j'écoute de la musique et le sport, ça me fait voyager et ça me donne une énergie dans mon cerveau inouïe. C'est-à-dire que j'ai 2000 idées à la minute. Enfin, c'est soit je pleure d'émotion, soit j'ai 2000 idées à la minute. Et quand je suis sur la route, souvent, je vois les fleurs sauvages. Les fleurs sauvages, ça me passionne. Je trouve que c'est une des beautés de la vie. Parce qu'avant qu'elles soient chez le fleuriste, souvent, les glaïeuls, les roses... les gueules de loup, les mufliers sont dans la nature, en version petite, les orchidées. Et moi, j'ai eu la chance, dans ma vie, de découvrir cette beauté. Et je suis toujours très énervé quand, avant l'été, l'organisation de notre vie contemporaine, un peu bête parfois, pour des raisons totalement nulles, passe des tronçonneuses pour dézinguer toutes ces fleurs des bords de route. On en revient, hein. Maintenant c'est la mode de laisser la revégétalisation des... Alors c'est pas... Bon, à Lyon c'est comme ça, ils laissent tout, Ouais. voilà. Alors il y a des endroits où c'est la mode, mais comme tu sais, notre pays est découpé en millefeuilles, il y a des liens qui sont pas bien faits. Et donc par exemple, ce matin, je suis allé accompagner des amis au bateau du Levant au Lavandou, et en rentrant, je voyais des bleuets tout le long de la route, qui était très bien organisé, qui était très beau. Et je me disais, mais si quelqu'un pouvait voir la beauté de ces bleuets au mois de juillet, peut-être qu'il les couperait pas, et peut-être qu'il se sentirait pas obligé d'aller planter des fleurs qu'il faut arroser à gogo pour qu'elles poussent. Enfin, au départ, c'est pas une idée écologique, mais ça, bien sûr que ça. Bien sûr, on y revient. Oui. Et là, je pourrais fighter pour ça. Tu pourrais fighter. C'est-à-dire que j'ai fait des mails. J'ose presque pas le dire, en disant, vous pourriez, s'il vous plaît, éviter de couper les bandes
la bande plantée entre les deux autoroutes, parce qu'il y a des insectes, il y a des fleurs, et c'est pas vrai que ça sert contre les incendies. Parce que quand on coupe, ça fait de l'herbe sèche, et c'est presque pire pour les incendies. Mais n'aie pas honte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te remercient de le faire, parce que ta voix, malgré toi, porte peut-être probablement plus que la leur. Ouais, non, mais c'est pour dire que 40 ans après, j'ai toujours cette folie, moi j'adore et que je cultive. Je dis folie parce que je sais bien que les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Mais on a fait des notes ici, et mon équipe les faisait après moi, pour demander que, quand on faisait le festival de mode au mois d'avril, on veuille bien ne pas tailler la montée de Noailles jusqu'au festival pour que les fleurs sauvages soient encore en fleurs. Quand les gens arrivent, il y a des orchidées sauvages dans la montée de Noailles. Moi, je sais où elles sont, quand la machine passe et qu'elle les dézingue, je pourrais pleurer. Mais je comprends. Ouais. Ouais. Et voilà. Et ça, je peux te donner des tas d'exemples qui remplissent de joie, d'émotion ou de tristesse mon quotidien. Et c'est comme ça, et ça me fait vivre. Et c'est des instants gratuits, donc... Oui, mais voilà, tu me disais quel est ton carburant. Moteur, ouais. Et le carburant, je crois que c'est la passion de tout. Voilà. Je suis passionné par les gens, je suis passionné par la nature, je suis passionné par les artistes, je suis passionné par la vie. La vie, ça veut dire partager des repas. Et voilà, et ça j'adore faire à manger quand j'ai le temps. Ça fait partie du partage et des plaisirs. J'aime bien aussi mes grand-mères, elles parlaient provençal. Je rêverais pas de parler. Ça fait longtemps que j'ai commencé un lexique dans mon téléphone où je note tous les mots que j'entendais quand j'étais petit, que mes grand-mères disaient, qui sont aujourd'hui, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Aki siambeng, siambeng kampa, lusule umifakanta, les fleurs qui pénèquent, la pile, enfin tous ces mots de la Provence traditionnelle et profonde, sans revendiquer un truc que c'est mieux comme ça ou pas, mais le partager. Voilà. Parce que en fait, moi je suis très fan des touristes aussi. Je l'ai posté sur mon Instagram cette semaine. Je déteste ces gens qui vivent ici et qui détestent les touristes. Mais d'abord, c'est une industrie qui nous fait vivre, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Mais moi, depuis que je suis gamin, je suis toujours fasciné par cette ville qui change le 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Tous ces gens qui arrivent avec la banane jusque-là, qui viennent partager des choses chez nous, qui viennent découvrir, qui sont... Bon, alors évidemment, oui, d'accord, ça fait des embouteillages sur la route. Oui, d'accord, on peut plus aller chez le boucher sans faire la queue. Bon, ben alors, je sais pas, ça fait partie de la vie. On est dans un pays méditerranéen où on doit partager et accueillir. C'est ça notre essence. C'est ça l'essence de nos générations précédentes. Et donc, il faut qu'on l'entretienne. On peut pas dire que c'est génial quand il y a des racines provençales et puis ne pas vouloir les partager et les appliquer. Notre territoire ici, c'est le partage et l'accueil. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est dit. La Villa Noailles fête cette année son centenaire. Dessinée par l'architecte Robert Mallet Stevens en 1924 à la demande de Marie-Laure et Charles de Noailles, ce couple de mécènes qui fréquentaient Salvador Dali, André Breton, Man Ray et bien d'autres artistes. Réhabilitée et inaugurée en 2003, date à laquelle tu prends sa direction, la Villa Noailles est devenue depuis centre d'art en 2017 avec plus de centaines de milliers de visiteurs sur chacun des lieux annexes à Hyères et Toulon. C'est devenu le haut lieu de l'avant-garde de la mode, de l'architecture et du design. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'esprit originel de la Villa Noailles, tel que Marie-Laure et Charles de Noailles l'ont vécu, que tu t'attaches à perpétuer dans ce lieu? Et si oui, de quoi s'agit-il? M'amuse à reprendre juste un petit point de ce que tu as dit. Sûr. 2017, c'est François Hollande qui, très gentiment, fait de la Villa Noailles le premier centre d'art d'intérêt national. D'accord. C'est un nouveau label qui venait d'être créé et on est les premiers à l'avoir obtenu. Donc c'est une espèce de fierté par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure. Et puis Charles et Marie-Laure de Noailles, ces deux-là, ils ont changé ma vie aussi. Parce que si je les avais pas rencontrés en juillet 1989 au travers de leurs archives, j'aurais jamais fait le quart de la moitié de tout ce que j'ai fait. Donc ça fait partie des chances. Quand Léopold Ritondal, le maire de la ville, qui a choisi que je sois le directeur de la villa avec l'État, me dit en juillet 1989, Jean-Pierre, est-ce que tu voudrais pas aller jeter un coup d'œil à la Villa de Noailles qu'on vient de réhabiliter
pour voir si tu pourrais pas y faire quelque chose avec le festival de mode qui existait déjà depuis 3 ans. Et j'arrive ici et il y a un tournage de film, de documentaire, le plus beau documentaire jusqu'alors qui ait jamais existé sur Charles et Marie-Laure de Noailles. Et je découvre en une après-midi, grâce à Patrick Mimouni, toute la vie de Charles et Marie-Laure de Noailles et de ce qu'ils ont fait comme mécénat. Sans cette rencontre-là, j'aurais pas pu comprendre. Incroyable. Et donc je dis au maire, monsieur le maire, mais moi je tout de suite. Et donc j'ai fait ma première exposition ici pour le festival de mode en avril 90, donc 6 mois après. Et 8 mois après. Mais qu'est-ce qui te charme autant ? C'est la conjonction de... Après, c'est difficile à dire parce que j'ai jamais pensé à Charles et Marie-Laure de Noailles parce que pour moi, la barre est tellement haute que si tu commences une aventure comme celle-là en disant je vais faire comme eux, tu te prends le premier mur qui vient. Je me suis toujours posé la question de savoir, depuis le début, je m'en souviens très bien, est-ce que cet artiste que j'ai choisi leur aurait plu ? Oui. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, je le fais tout le temps. Tu gardes ça. Ouais. Et ça a fait comme un fil rouge, un fil directeur dans ma programmation. Après, il y a une chose qui a émergé dans l'affiliation, dans la suite de ce que Charles et Marie-Laure de Noailles ont fait ici, c'est que le point commun, c'est la jeune création. Mais juste pour dire... Moi, quand j'ai commencé le festival de mode, comme je l'expliquais tout à l'heure, en 1986, je ne connaissais pas l'existence ni de la Villa de Noailles, ni de Charles et Marie-Laure de Noailles. Donc c'est un hasard qui a fait que ce qui fait nous rassembler, nous retrouver, c'est le soutien le plus précis possible et le plus honnête possible à la jeune création. Et ça, avec le temps, évidemment, ça émerge naturellement. Bien sûr. Charles et Marie-Laure de Noailles ont été pour moi les plus grands mécènes du XXe siècle. Ils ont été le ministère de la Culture avant le ministère de la Culture. Et tous les immenses artistes qu'ils ont choisi d'accompagner et d'aider, chaque fois qu'ils l'ont fait, personne ne les connaissait. Ça veut dire que Salvador Dali, Louis Buñuel, Jean Cocteau, que tu citais tout à l'heure, Man Ray, ils avaient tous 20 ans quand ils les ont rencontrés. Et donc, ils n'étaient pas évidemment les stars qu'ils sont devenus par la suite. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc, un rôle de découvreur, quoi. Total, complet. Un œil, mais... Et jusqu'à la fin, puisque par exemple, Marie-Laure de Noailles décide de soutenir Pierre Clementi, un des grands cinéastes du XXe siècle, qui est mort très jeune. Et quand tu regardes les films de Pierre Clementi aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre du cinéma du XXe siècle. Et Marie-Laure de Noailles a été une des premières à le soutenir à tout point de vue. Et ça fait rêver. Ouais. Entre la Villa Noailles et l'île du Levant, Héliopolis, il y a un pas que j'ose franchir en mentionnant plusieurs points de rapprochement entre ces deux endroits. L'architecture héliotrope de cette maison, avec ses baies vitrées escamotables pour capter au maximum le soleil et qui rappelle l'appellation Héliopolis donnée à l'île du Levant par les frères d'Urville qui vantaient les bienfaits de l'héliothérapie. Ses équipements sportifs, la Villa Noailles est la première maison équipée d'une piscine couverte, d'un squash, d'une salle de gym, d'un mini-golf. Des équipements totalement révolutionnaires à l'époque qui renvoient à la philosophie d'Héliopolis et l'exercice sportif constitutif de l'esprit originel de l'île. Et puis cette maison de vacances a été longtemps baptisée, je crois, la maison des fadas par les Hiérois, un lieu hors norme et inclassable au service d'un nouvel art de vivre, un peu à l'image de l'île du Levant. L'île d'hier la plus lointaine, berceau du naturisme et d'un certain art de vivre aussi, la moins fréquentée en raison de son identité naturiste et militaire, celle qui provoque aussi le plus d'imaginaire et de fantasmes par rapport à ces îles voisines. Et puis, petit clin d'œil, la Villa Noailles, ce lieu refuge pour Marie-Laure de Noailles, comme l'île du Levant en est un aujourd'hui pour toi. Solaire, original, mêlant art de vivre, générosité, modernité, on pourrait indifféremment qualifier Héliopolis et la Villa Noailles de ces qualificatifs. Est-ce que ces parallèles entre ces deux endroits te parlent ? Ce qui m'y a fait penser, la première fois, je crois, c'est quand je découvre le film commandé par les frères d'Urville, Gaston et André d'Urville, sur leur arrivée à l'île du Levant. Je trouve ce film extrêmement touchant. D'abord, on est en 1930. Penser au cinématographe pour rendre compte d'une aventure qui est en train de se faire, c'est déjà extraordinaire. C'est une chance inouïe qu'on ait ces traces de l'arrivée et de l'installation de ce qu'on appelle de cette colonie naturiste
dans ce paradis qui est l'île du Levant. Il y a un autre film d'ailleurs pour illustrer le paradis, c'est un mot qui reviendra souvent comme ça. Le directeur artistique de la revue Naturiste crée un film qui s'appelle Le Nouveau Paradis sur l'île du Levant. Et donc c'est quand j'ai vu ce premier film commandé par les frères Durville que j'ai pensé à Charles et Marie-Laure de Noailles. D'abord parce qu'on voit un couple, c'est-à-dire André Durville et sa femme, vivre un quotidien sur l'île du Levant, leur installation dans le fort des Arbousiers. C'est un peu la même époque aussi. Oui, c'est la même époque. Donc, Du coup, quand Charles et Marie-Laure de Noailles commandent plusieurs films sur leur installation ici, à Hyères, dans le château Saint-Bernard, puisque le vrai nom de cet endroit, c'est le château Saint-Bernard. Pour moi, le rapprochement est immédiat dans cette volonté cinématographique de témoigner, de rendre compte et de partager. Et puis, il y a la modernité que tu décris, le sport, ouais. la gymnastique. On vient de sortir de la Première Guerre mondiale. On veut tout renouveler. En Allemagne, il y a cette régénérescence avec le Bauhaus qui prône une architecture nouvelle, cubiste, ce rapport au corps important. D'ailleurs, Malestévens, quand il construit la Villa de Noailles, il en discute avec le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius. Il y a des échanges sur le sujet. Et puis, je crois aussi beaucoup à l'ambiance ici. Alors, on est sur une des premières stations climatiques de la Côte d'Azur. On vient ici l'hiver pour recouvrer la santé. Il y a la tuberculose qui frappe. Donc, l'air de Hyères, tous les hôpitaux, les sanatoriums sont très importants. Donc, on fréquente Hyères pour son climat. Et donc, cet état d'esprit autour de la santé, du bien-être est très importante. Donc, le rapprochement entre Charles et Marie-Laure de Noailles et l'île du Levant, où on prône quand même, c'est spectaculaire, de faire du sport, de ne pas boire d'alcool, d'être végétarien, de se lever et de se coucher avec le soleil. Donc, on est dans un concept. Charles et Marie-Laure de Noailles ont des concepts proches. Ils habillent les filles et les garçons de la même manière pour faire du sport dans tous les équipements sportifs qui sont les plus importants de la villa. Donc ça, c'est un rapprochement direct. Et puis, il y a quand même Le Corbusier qui construit au Pradet une maison pour une des mécènes du cinéma suisse, Hélène de Mandreau. Il y a l'idée d'installer un Bauhaus méditerranéen sur les collines de Saint-Clair au Lavandou. À la même période, il y a des traces écrites. Donc tu imagines, il y a des artistes et des penseurs qui souhaitent installer le Bauhaus méditerranéen pas ailleurs sur la Côte d'Azur, là, en face de l'île du Levant. Incroyable. Oui. Donc ça fait quand même... moi j'aime bien décrire le contexte. Et puis on parle souvent de la naissance d'Héliopolis au moment où arrivent les frères Durville. C'est l'aventure contemporaine du XXe siècle, mais avant... Il y a des choses qui se passent. D'abord, l'île est habitée depuis des siècles avant notre ère. L'île est gérée par les moines des îles de Lérins pendant très longtemps. Il y a des traces de construction religieuse sur l'île bien avant les frères Durville, que je connais pas bien et que j'ai pas cherché à développer, mais c'est quand même intéressant. Et puis, il y a une aventure contemporaine. À la fin du 19e, il y a l'île est privée. Toutes les îles d'Hyères sont privées d'ailleurs. Oui. Et il y a des aventures qui sont intéressantes avant que les Durville ne s'installent sur l'île. Il y a en particulier la famille Hotelet, qui est une famille belge, qui est l'inventrice du métro et du tramway en Belgique, qui est propriétaire de l'île. Et il y a des expériences qui se font, des jardins d'acclimatation. Donc on est déjà dans une volonté de beauté, de plantes sauvages qu'on peut expérimenter sur cette île grâce à son climat. Et ça, c'est absolument passionnant. On en parle très peu souvent. Et puis, il y a ce poète que j'ai découvert complètement par hasard au cours d'un colloque ici grâce à Gérard Amodric, qui s'appelle Théo Varlet et qui, dans les années 20, dit et écrit des poèmes sur les îles d'Hyères. Ça s'appelle « Aux îles bienheureuses ». Donc, c'est quand même assez extraordinaire.
aux îles bienheureuses. Il parle des 3 îles, mais bon, moi évidemment, celle qui est chère à mon cœur, c'est celle qui est la plus à l'est, l'île du Levant, et il se décrit comme le roi cigalier de l'île du Levant. Et donc il y a des poèmes, des traces, il parle du rejet de la pollution de la civilisation avant l'heure, et je trouve intéressant que avant l'aventure naturiste extraordinaire, fondatrice, il y a déjà un esprit sur cette île. En dehors, je n'oublie pas les horreurs de ce qui s'est passé pour les enfants qui ont été brûlés et tués dans le pénitencier, mais autour de cette horreur-là, il y a quand même des choses extraordinaires. On dit à un moment donné que l'île du Levant est le grenier à blé de la ville d'hier. Quand vous voyez ce qu'est l'île du Levant aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais c'est la réalité. Et puis après, moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe énormément. Donc c'est que les frères d'Urville s'installent en 1930 sur une partie du domaine de l'île du Levant, qui a une partie qui est militaire, qui a un parc national qui se crée juste en face à Port-Cros dans les années 60, que cette aventure du naturisme ne soit pas plus protégée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a des moyens aujourd'hui de protéger le naturisme et l'histoire du naturisme. On peut penser par exemple au classement au titre des monuments historiques immatériels qui pourraient protéger cette aventure qui dure depuis un siècle et qui est exceptionnelle dans notre pays et en Europe. J'espère que l'exposition du MUSEM pourra le montrer. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'on a un centre d'essai juste à côté et que ça n'offusque personne, qu'alors qu'on protège les cétacés autour des îles et qu'on protège la faune et la flore grâce au parc national de Port-Cros, qu'on passe notre vie à envoyer des missiles dans le ciel, sous l'eau, que ça fasse du bruit incroyable. Et ça, secret défense. Et c'est quand même dingo. Moi, je suis quand même très fier et heureux d'avoir réussi à faire un livre, une commande photographique à Olivier M. Salem sur l'ensemble de l'île. Je te prie de croire que ça a été une vraie bataille, oui, parce que sur la partie militaire aussi. Merci Jack Lang. Et cette île est merveilleuse, et je trouve que il faut avoir en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, indépendamment de moi et heureusement, qui l'ont en tête, il faut que cette île redevienne le paradis originel qu'elle a été, et que y a des espèces extraordinaires qui poussent sur la partie militaire, qui sont très préservées grâce à l'action du parc national de Port-Cros. Mais je vois pas comment, à terme, cette île ne pourrait pas redevenir dans sa totalité l'extraordinaire île qu'elle a été il y a un siècle. Et je sais pas, je pense que ça se fera. J'ai cette espèce d'intuition, et je trouve que c'est un beau cadeau pour notre métropole et notre communauté de vie, de se dire que ces 3 îles soient protégées à tout jamais, même si j'ai tout à fait conscience que la partie militaire l'a énormément protégée. Il y a eu des incendies, évidemment, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui ont été protégées grâce à la présence militaire. Mais ce monument historique qui est le Conservatoire du Littoral, c'est une des plus belles inventions politiques du siècle. Je fais le vœu le plus cher que cette île soit protégée et ouverte au public à tout jamais dans les années qui viennent. Comment tu découvres l'île du Levant, Jean-Pierre ? À quand remonte ta première découverte, ton premier pied posé sur cette île ? C'est l'amour et la culture. Je vis avec un garçon dans les années 90 qui me suggère d'aller voir un spectacle de danse sur le port de Port-Cros, dans le cadre du festival très beau des Îles d'Or à l'époque, organisé par Laurette Alario, Philippe Fourneau, Jean-Pierre et tous les gens qui ont construit l'île du Levant. Et ce festival était assez remarquable, totalement remarquable, parce qu'il se déroulait sur les 3 îles. Incroyable. Et il y avait des bateaux le soir pour rentrer après les spectacles. Que tu sois à Porquerolles, tu pouvais rentrer à Port-Cros et au Levant. Et si le spectacle avait lieu au Levant, tu pouvais rentrer à Port-Cros et à Porquerolles. Et donc nous, on part voir un spectacle de danse d'une personne que je n'ai pas assez connue, qui est plus de ce monde, Anne-Marie Rebaud, qui avait créé avec Jean-Pierre, je suis fatigué, j'ai oublié son nom. Oh, c'est triste. Comment il s'appelle, le mari de Philippe Fourneau ? Jean-Pierre
Pierre, bon, je sais plus, la compagnie du four solaire. Et donc, je vais voir sur la terrasse de la capitainerie de Porqueron un spectacle de danse très beau. Et puis, avec mon compagnon de l'époque, on se dit, tiens, puisqu'on n'est jamais allé à l'île du Levant, on va demander si on peut rentrer à l'île du Levant et y passer la nuit. On est en 99, donc oui. Tu n'es jamais allé avant. Je suis jamais allé, non. Mais je te raconterai un truc de mon grand-père après. Ça marche. Et donc, j'appelle mon ami Sylvette Vial. Et je dis à Sylvette, j'ai jamais dormi au Levant, qu'est-ce que tu me conseilles, comment on fait, dis-moi, ça me fait un peu peur, je connais pas. On parlait des a priori et des fantasmes de cette île, même toi. Et Sylvette me dit, je te mets en contact avec un ami qui a tel endroit, l'escapade au Levant, puis bon bref, ça marche pas avec l'escapade parce qu'on arrive trop tard avec le bateau, il est minuit quand on arrive, et du coup, je sais pas comment je me retrouve, à passer ma première nuit au Levant dans l'hôtel mythique de la Brise Marine. Donc on arrive très tard, donc on ne voit absolument rien de l'île quand on arrive, enfin j'en ai aucun souvenir, mais par contre le matin au réveil, je suis en Grèce. Ah, ça doit être une expérience assez incroyable, parce que ça c'est plus possible. Des navettes qui arrivent la nuit sur l'île. Ah oui, sauf si on réorganise les choses, c'est plus possible, il suffit d'avoir la volonté. Ah non, mais je suis d'accord, mais aujourd'hui, cette expérience que tu as vécue, en fait, tu n'as pas vécu cette arrivée où tu découvres l'île, c'est le réveil, quoi. Ouais. Et donc, je me souviens très bien, on est en haut du patio, il y a des bougainvilliers, c'est blanc, c'est bleu, et moi, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi je suis jamais venu avant ? Le paradis existe. Et j'ai jamais pu arrêter d'y aller. À partir de ce moment-là ? Jamais plus. Et je suis allé longtemps à la Brise Marine, c'est moi qui était tenu à l'époque par mon ami, qui était, je l'appelle toujours Madame le maire, Lucie Torizano, qui était l'adjointe spéciale de l'île à ce moment-là. Et puis je suis allé longtemps à la Brise Marine, et après je suis allé longtemps au Bazar, chez Bertie et Michel, dans les studios. Après je suis allé un peu à l'héliotel quand Lucie avait l'héliotel aussi, c'est là que j'ai rencontré mon mari, Marc. Ouais. Et puis après, on a loué, quand on s'est rencontré avec Marco, on a loué longtemps une maison sur la corniche de la Pinède, d'un ami de Marc. Et puis après, on a acheté notre maison. Voilà, en c'était 2012. le parcours classique de je viens en touriste, puis après je viens tout le temps, puis après je viens l'hiver. Et puis après, c'est plus possible. Voilà. Et après t'achètes. Ouais. Quand tu dis oui, vous veniez tout le temps, le week-end, les vacances. Non, parce que le travail était c'est pour déjà... ça. Oui. Non, mais tout le temps à mon rythme. À ton rythme. Ça veut dire dès qu'on pouvait quelques week-ends, puis ça coûtait cher. Oui. Quand même. Moi, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent et donc du coup, on faisait comme on pouvait. C'est pour ça qu'on allait aussi dans des endroits qui coûtaient pas cher. On avait toujours des prix. Je me souviens que Bertie nous faisait quasiment les mêmes prix l'été que l'hiver et Lucie dans les hôtels c'était un peu pareil. On avait des prix d'amis et du coup c'était ça qui nous permettait d'y aller un peu plus souvent. Mais j'ai pas arrêté d'y aller et puis après c'était devenu une obsession parce que c'est tellement dépaysant et c'est tellement le calme absolu, la déconnexion totale. Et puis je sais pas, cette île elle est envoûtante parce que sans s'en apercevoir, elle a une capacité à t'attraper, à t'envoûter et à te mener par le bout du nez que j'ai jamais rencontré ailleurs. Mais c'est ça aussi cette île a une forme de pouvoir magique, comme ici à la villa. Et je dis ça en totale déconnexion avec quoi que ce soit. Mais il y a un vrai pouvoir que l'on ressent sur cette île, la beauté, le calme, les gens. C'est ce que parce que tout à l'heure, tu as parlé de la beauté, de l'ambiance, de l'atmosphère, mais tu as aussi cité beaucoup de noms des gens chez qui tu as séjourné. Ouais. Ça participe de ça oui, bien rapidement sûr. Alors, moi, quand je suis arrivé au Levant, je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison, c'est un peu le jour et la nuit, sans que ce soit négatif. Quand je suis arrivé au Levant en 1999, l'île était pas dans sa forme la plus éclatante, on pourrait dire. Il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées ou abandonnées. C'était beaucoup plus plan-plan qu'aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré peut-être que ça reste comme ça.
Mais il y a quelque chose qui est frappant dans cette île, c'est que on se rend compte en lisant que de toute façon, il y a toujours des fights. Et que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est comme dans des petits villages. Et la guerre des naturistes, la guerre des homosexuels et des libertins. Enfin, je dis guerre gentiment, bien évidemment. Les discussions sans fin autour de sujets qui n'intéressent que les Levantins. Voilà, ça a toujours été comme ça. Mais au-delà de tout ça, quand on arrive à évacuer toutes ces choses qui, à certains moments, peuvent être négatives, comme dans tous les petits endroits, eh bien, il ne reste que la beauté. De l'île. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une force. Et tout à l'heure, je disais, dans mon travail, des fois, c'est très dur. Et ce qui permet d'oublier toutes les difficultés, c'est le partage et les artistes. Eh bien, sur l'île du Levant, ce qui permet d'oublier toutes les difficultés, c'est la beauté du site et les gens qu'on aime. Voilà. Et ça, je ne l'ai pas rencontré ailleurs et j'irai pas le chercher ailleurs. Et tu n'iras pas le chercher ailleurs. Parce que Naomi m'a soufflé des petites questions. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais des questions à poser ? Et elle me dit, si le Levant n'existait pas, est-ce qu'il y aurait une autre île possible pour Jean-Pierre ? Si le Levant n'existait pas, je pense que j'aurais peut-être regardé du côté des îles méditerranéennes, de la Grèce ou des choses comme ça. Mais après, je suis quand même très attaché à ma ville et à la métropole aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai découvert cette beauté, je connaissais évidemment, pour y être allé en famille, Porquerolles et Porquerolles, même si on n'y est pas allé, vu le peu de temps qu'on a passé tous ensemble, mais on y est quand même allé. Mais il y a une anecdote tout à l'heure que je voulais te livrer. Donc on m'a jamais parlé du Levant, où on m'a peut-être dit vaguement, mais sans beaucoup insister, qu'il fallait pas y aller parce que c'était naturiste, que les gens étaient à poil et que à l'époque ça me suffisait très bien comme réponse quand j'étais peut-être enfant. Mais c'est pas un truc qui reste. Mais de toute façon, je vois pas mes parents nous emmener à l'île du Levant. Mais par contre, il y a une chose qui est assez émouvante, on pourrait dire, c'est que je crois que avec mes cousins, quand mes grands-parents ou mes parents décèdent, il y a toujours des liens qui se recréent comme ça. Et mon grand-père paternel dessinait beaucoup. Il avait un côté artiste, il faisait des sculptures que j'aimais beaucoup. C'était un maçon. Et c'est lui qui s'appelle Blanc. C'est une famille Blanc originaire de la Seine-sur-Mer que je ne connais quasiment pas. Mais il dessinait beaucoup. C'était sa passion. Pas très bien, paix à son âme, mais il dessinait. Il adorait ça. Et du coup, c'était génial. Et il avait une manière d'encadrer les cadres extraordinaire. Et un jour, je dis à mon cousin, je suis tellement triste, mon père et son frère se sont fâchés pour des raisons familiales idiotes. Et du coup, toutes les archives de mes grands-parents ont disparu. Ça veut dire que moi, j'ai grandi chez ma grand-mère, comme je te le disais tout à l'heure. Tout ce qui a fait ma joie d'enfant, des dessins de mon grand-père, des sculptures, des plans, des maisons qu'il construisait, tout ça a été foutu à la poubelle. Et du coup, quand on s'est un peu reconnecté avec les cousins, j'ai dit moi, si vous me retrouvez des choses, des sculptures, des bougeoirs que faisait mon pépé, je serais super heureux. Bon. Et un jour, un de la famille m'entend dire ça, et il me dit mais tu sais quoi, je crois que j'ai un dessin de ton grand-père. Et c'est pas la famille la plus proche. Et je me souviens, c'est à la villa, un jour il vient, et il me dit tiens, je t'ai ramené le dessin de ton pépé. Et il me donne le dessin, et là c'est Plage des Grottes 1962. Mais non. Voilà. Wow. Et alors, bon, comme on était une famille dans laquelle on ne parlait pas beaucoup, mon grand-père est mort, j'avais 10 ans, d'un cancer. Je sais pas, il était maçon, il avait une petite entreprise qui fonctionnait très bien. Est-ce qu'il est allé construire des maisons au Levant ? Est-ce qu'il est allé réparer des maisons au Levant ? Incroyable. Est-ce qu'il est allé tout court au Levant ? Je ne sais pas cette impression-là, mais bon, en tous les cas, il a dessiné la plage des Grottes en 1962 et c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, donc il est accroché comme il se doit dans notre maison au Levant. Voilà. Et ça, c'était hyper touchant. Comme histoire. Ah, mais bien sûr, c'est magnifique. Tu disais tout à l'heure que tu as découvert le naturisme au Salin, c'est ça ? Du coup, tu pratiquais déjà le naturisme avant d'arriver au Levant ? Oui. D'accord, donc ça n'a pas été pour toi... ça n'a pas été la porte d'entrée pour l'île du Levant. Ça n'a pas été la porte d'entrée, ok.
Mais après, je fais juste cette parenthèse qui n'en est pas une. Le naturisme au Levant, c'est la vie. Oui. C'est-à-dire que sans le naturisme, l'île du Levant n'existerait plus aujourd'hui. On serait une pauvre île perdue au milieu des autres, avec des boîtes de nuit, des bars et des appartements à louer. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ça. Tout à fait. D'abord, il y a un héritage important, dont on parlera. Mais le naturisme au Levant, c'est la vie. Sans le naturisme, il n'y a pas de vie possible au Levant. Et ça, il faut le marteler. Je parlais tout à l'heure des droits LGBT. Si je dois faire 2 combats après ma retraite, ce seront ces 2-là. Et les gens, bien sûr. Parce que l'idéologie, c'est bien sympathique, mais il faut qu'il y ait les gens au milieu. Donc voilà, je mettrai beaucoup d'énergie pour faire en sorte, si j'y suis pas arrivé avant la retraite, à accompagner ces 2 choses-là. Ouais. Bon, on va passer un peu de temps sur le naturisme. J'avais quelques petites questions sur les initiatives culturelles et artistiques menées au Levant en lien avec la Villa Noailles. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes Alors moi, j'ai commencé, sans forcément de lien avec la Villa Noailles, mais un jour, on me dit, l'association Agir au Levant et pas très en forme. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient passer la main. Est-ce que tu aimerais regarder si tu peux t'en occuper? Je travaillais déjà à la Villa, évidemment. C'était il y a une 15aine d'années, je pense. Et après réflexion, je dis bah oui, pourquoi pas. Du coup, on s'est mis un peu dans une bande de copains, d'amoureux du Levant, à travailler pour Agir au Levant. Donc on a créé, entre guillemets, les rendez-vous au jardin. On a développé les journées du patrimoine. On a fait une programmation à l'année. On avait créé ce qui s'appelait les 4 saisons du Levant, qui était une programmation toute l'année. On avait un concert à Noël. Voilà. On a remis de la danse dans la programmation. Et puis ça s'est pas très bien passé. Et du coup, on a arrêté cette participation dans Agir au Levant. Et on a créé une nouvelle association avec Marco, mon mari, avec Jérémy Lapère, qui est quelqu'un d'important pour l'activisme culturel et naturiste au Levant, avec Naomi, puis d'autres amis, Franck Benamou, Thibaut Biscosperian à un moment donné aussi, et on a créé cette association qui s'appelle Nude, New2, voilà, Nu2, comme disent ceux qui n'ont pas compris, et c'est une association qui développe la nuit des étoiles filantes. Alors ça s'appelle la nuit des étoiles filantes avec un clin d'œil au fait que c'est le moment où on voit le plus d'étoiles filantes dans le ciel du mois d'août. Et puis parce que les artistes sont comme des étoiles filantes et que ça me plaisait bien cette petite métaphore. Très joli. Et du coup, ça permet de danser, de découvrir, de prendre du plaisir et d'observer les étoiles avec l'observatoire du Pic des Fées. Parce qu'on a la chance d'avoir un observatoire incroyable à Hyères, avec un président qui est formidable et des équipes qui viennent tous les ans faire observer les étoiles aux touristes levantins jusqu'à 2h du matin. Je sais que maintenant ils le font à Port-Cros aussi. Et ça, voilà, ça fait partie des plaisirs. Et avec le temps, la Villa Noailles, je vais te raconter une petite anecdote culturelle. Une des premières expositions que j'ai organisées ici, de photographie, c'était Bernard Plossu. Ouais. Parce que une amie commune de Bernard Plossu, marseillaise, vient me voir un jour et me dit, je connaissais pas du tout Bernard Plossu, et cette dame me dit, voilà, il y a ce photographe français qui a fait le tour du monde, qui est exceptionnel, qui a fait des photos de Port-Cros et de Porquerolles dans les années 60-70, et est-ce que tu accepterais de nous aider à faire un livre? Et moi, j'ai démarré dans le métier. Ça me disait rien du tout, mais Porquerolles et Port-Cros, ça me parlait par contre. Et du coup, j'ai dit oui. Et donc, on a fait ce livre, on a aidé à ce que ce livre se fasse avec Images en manœuvre à Marseille. Et il y a eu une exposition ici. Et du coup, j'ai rencontré Bernard. Et d'une certaine manière, sans rentrer dans le détail, on ne s'est plus jamais quitté. Et on a fait beaucoup de choses avec Bernard ici. Oui. On a fait le suivi du chantier de tranches de la Villa Noailles, avec des expositions, avec des livres. On est devenus amis. Et du coup, un jour, je dis, mais Bernard, tu sais, j'aime pas les choses injustes. Je dis, c'est injuste que t'aies jamais photographié l'île du Levant. Et du coup, j'ai commencé à le bassiner avec mon histoire d'île du Levant,
disant mais Bernard, t'as fait Porquerolles, t'as fait Porquerolles, et pourquoi t'as pas fait le Levant? Bon, il m'explique que c'est une histoire familiale, tout ça, et puis qu'il est pas à l'aise avec le naturisme et qu'il le fera jamais. D'accord. Et j'ai insisté mais 1000 fois auprès de Bernard pour être sûr qu'il ne le ferait pas. Et donc comme il ne le ferait pas, en 2005, je sais plus, en 2005, j'ai découvert en 1998 Olivier M. Salem, qui était jeune photographe marseillais, qui est devenu mon ami. Et donc, évidemment, quand Bernard a refusé de faire le livre, à qui on pouvait demander? À Olivier. Et du coup, Olivier, il n'était pas méga à l'aise avec le naturisme, mais c'est un des plus grands photographes que je connaisse. Et on est partis tous les deux avec cette possibilité de photographier l'île dans sa totalité. Moi, je ne voulais pas faire quelque chose au rabais pour l'île du Levant, alors que les deux autres avaient des tonnes de photos dans tous les sens. Donc, j'ai beaucoup insisté auprès de Jack Lang pour qu'il nous aide à obtenir l'autorisation de photographier toute l'île. Donc, on l'a fait avec un type en charge de la communication à la DGA formidable. Donc, il y a des photos de la DGA, des salles de cinéma qui existent sur l'île, le gymnase, le centre-ville, les endroits des pas de tir, le phare du Titan. Donc, ce qui m'a fait découvrir cette beauté inouïe aussi de ces plages. Donc, on a fait ce livre avec Olivier. Qui est encore... Qui existe encore aujourd'hui, ouais. Et donc, ça a été le premier rapport de la Villa de Noailles. On faisait à l'époque, tous les ans, des commandes photographiques sur le territoire. Et du coup, c'était la première commande photographique de la Villa de Noailles sur l'île du Levant, avec Olivier. Et puis, c'est une rencontre aussi, du coup, avec la maman de Naomi, oui. Nathalie, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a été mon amie. Oui. Qui est mon amie, oui. Et qui a fait les pérégrinations à droite, à gauche avec Olivier. Et sans Nathalie, on n'aurait pas fait le même livre. Parce que c'est difficile de connaître toute l'île. Nathalie, elle est née sur l'île, elle connaissait tout, elle connaissait tout le monde, et du coup, elle nous a ouvert des portes qui ne se seraient jamais ouvertes sans elle. Parce qu'au Levant, c'est compliqué. Il y a pas la générosité, elle saute pas la figure. Il y a des portes qui se ferment très très vite. Et du coup, je pense qu'on se serait pris un certain nombre de murs, qu'on s'est pris d'ailleurs, oui. Quand on a fait ce livre. Mais Nathalie, elle nous a énormément aidés et conseillés. Et du coup, c'était, ça restera un des souvenirs inoubliables de cette relation avec l'île. Ce livre, il existe toujours. Je l'adore. C'est beau parce que c'est toujours des témoignages photographiques d'endroits qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont été modifiés, ou des arbres qui sont tombés, qui sont dans le livre. C'est que la nature et les monuments? Ah non, il y a des portraits aussi. Il y a des portraits, ouais. Ok. Ouais. Ah, magnifique, à découvrir. Il s'intitule comment, ce livre? L'île du Levant, l'île du Titan. D'accord. Il était vendu au bazar, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, en tous les cas, il est vendu en ligne sur le site de la Villa de Noailles. Et puis après, on a fait une commande photographique à un artiste qui s'appelle Hervé Lassins, qui avait amené 3 garçons sur l'île et qui ont fait des pérégrinations, qui ont donné lieu à une série qu'on a exposée ici. Puis après, tous les photographes quasiment qui passaient à la villa allaient faire des photos au Levant. Donc ça a été le début de la collaboration photographique. Et puis avec New 2, l'autre association, on fait des commandes photographiques aussi chaque année, chaque été, pour notre festival. Et surtout, pour s'inspirer de ce qui a été fait depuis longtemps sur l'île, il y a beaucoup de films et énormément de photos qui ont été... L'iconographie des 3 îles, la plus importante, elle est au Levant. Vous le verrez dans l'exposition du Mucem l'année prochaine. Et du coup, avec New 2, tous les ans, on commande un film à un jeune réalisateur qui a une histoire avec l'île, quelle qu'elle soit. Donc depuis à peu près 10 ans, on a 10 films. Et ça perpétue cette... on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais en tous les cas, ça garde une trace. C'est Marc Turlan qui a eu cette idée de faire ces films. Et voilà. Et la Villa de Noailles a organisé aussi un premier... au moment des Journées du patrimoine, un premier petit séminaire sur l'histoire de l'île et son avenir. Et c'est de là qu'est née l'exposition du Mucem, parce que c'est de là que la rencontre entre Bernard Andrieux et David Laurenté, mes 2 compères commissaires de l'exposition du Mucem, qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu envie de créer des archives naturistes, parce qu'il y a
tellement de documentation sur l'histoire de cette aventure, de cette utopie formidable qu'est le naturisme dans notre pays, que c'est ce qui nous a rassemblés pour proposer au MUCEM cette exposition qui aura lieu l'été prochain. Merci à Jean-Pierre pour sa sensibilité et sa générosité, et rendez-vous dans une semaine pour écouter la deuxième partie de notre échange. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite.